Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... On va revenir sur nos fact-checkers. Comme vous le savez, si vous suivez cette chaîne, cet univers qui a proliféré et qui s'est glorifié, surtout pendant l'époque, je dirais, de la pandémie, parce que c'est certainement à ce moment-là que les fact-checkers ont commencé véritablement à être protubérants médiatiquement pour essayer de débunker les faussetés, de débunker les mensonges, les complotismes, et par la même occasion d'essayer de vendre à l'opinion la doctrine, la politique officielle, et surtout contribuer à inciter, pousser, obliger l'individu à se vacciner. Sauf que il y a eu une amicroche. Cette amicroche, souvenez-vous, pour ceux qui suivent cette chaîne, j'avais fait une vidéo sur le cas de Fact and Furious. Fact and Furious, c'est cette officine qui avait été créée par Antoine Daoust, si ma mémoire est bonne. Antoine Daoust, qui à l'origine n'était absolument pas un journaliste, qui à l'époque n'a pas fait de formation, qui n'a pas de formation initiale de journalisme. Je ne sais plus ce qu'il était avant, je ne sais plus ce qu'il faisait comme métier avant, enfin qui n'avait strictement rien à voir avec du fact-checking ou de l'investigation. Et donc, Fact and Furious, c'était une officine plus ou moins soutenue, reconnue par ses consorts, y compris la fameuse officine association loi 1901. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste bien là-dessus un peu plus tard. Conspiracy Watch, détenue par M. Reichstag. Rudi Reichstag. Oui, cette affaire Fact and Furious, alors pour ceux qui n'ont pas suivi, Fact and Furious, il y a eu un problème entre Antoine Daoust et sa femme. Et il se trouve que sa femme, suite à un problème conjugal et plus particulièrement de violence conjugale, à un moment donné a accepté de raconter certaines choses sur Antoine Daoust et y compris sur sa fameuse activité de fact-checker. On se souvient, il y a eu cette fameuse interview de Idriss Aberkane, il y a eu cet article de François, si bien que lorsque l'affaire, en l'espace de 24-48 heures, a commencé à monter un petit peu en mayonnaise, quelle ne fut pas notre surprise de constater qu'Antoine Daoust ne rétorque pas, ne répond pas et ne se défend pas, et au contraire, fait un petit peu le dos rond, et supprime quasiment toute existence de son association sur les réseaux sociaux. Et, au grand étonnement, je crois me souvenir que son association a été purement et simplement liquidée. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça nous a révélé que Fact and Furious, en réalité, n'était pas une réelle officine pour travailler, investiguer, enquêter, pour établir des vérités sur des fake news. On s'est rendu compte qu'en réalité, Fact and Furious était tout simplement une officine de couverture. Ça veut dire quoi, une officine de couverture ? C'est-à-dire qu'en réalité, on s'est rendu compte qu'il n'y avait quasiment pas d'employés dans cette officine, que quasiment le seul employé de cette officine, c'était son fondateur, c'est-à-dire Antoine Daoust lui-même, qu'il l'avait loué, alors je crois que c'est à Lyon, des bureaux, mais en réalité c'était pas des bureaux, c'était juste une pièce qu'il sous-louait à une surface ou une superficie ou un bail commercial, et qu'en réalité, la seule activité qu'on peut lui trouver, c'est tout simplement de rémunérer des pigistes. Et qu'est-ce que cette affaire a révélé ? Elle a révélé qu'en réalité, Fact and Furious n'était en réalité qu'une officine qui servait de couverture à des agences de presse, dont une en particulier qui avait travaillé avec l'AFP, enfin c'est l'AFP qui avait travaillé avec Fact and Furious, et qui en réalité, on s'est rendu compte
que les agences ou les commanditaires de Fast and Furious, en réalité, lui envoyaient tout le contenu, tous les éléments, et qu'en réalité, Fast and Furious ne se contentait juste que simplement de remettre au propre ou de construire ou d'écrire des articles avec des éléments qui leur étaient tout simplement pré-mâchés. C'est-à-dire qu'Antoine Daoust n'avait absolument aucune infrastructure, aucune logistique pour justifier que son officine effectuait indépendamment de ses clients de l'enquête, de l'investigation, de la vérification. Alors évidemment, c'est un petit peu secoué dans les brancards, dans le milieu du fact-checking. Que ce soit Thomas Durand, que ce soit Pain, que ce soit Reichstad, que ce soit Medens France, on les a vus tout d'un coup remuer la queue sur les réseaux sociaux, jusqu'à même accuser l'extrême droite d'être à l'origine de l'attaque contre Antoine Daoust. Et puis tout d'un coup, l'affaire Fast and Furious a complètement disparu des réseaux sociaux. Alors évidemment, cette affaire a quand même suscité des curiosités et des questions. Curiosités et questions que ce petit milieu du fact-checking a tenté non seulement de voiler, a tenté de mettre un tapis dessus, et que tous ceux qui avaient l'audace d'en parler, d'en polémiquer, d'en débattre, se faisaient un petit peu laminer, se faisaient un petit peu bousculer, voire accusés d'être des fachos, d'être liés à l'extrême droite, et tout le tralala, et blablabla, et blablabla. Et depuis cette époque, on voit ces gens remuer un petit peu la queue sur tout et n'importe quoi. Alors, précision importante, je n'ai absolument rien contre le fact-checking, je n'ai absolument rien contre certains organismes qui font de la vérification d'informations et qui parfois le font tout à fait honnêtement et avec une certaine vertu pour démontrer l'approximation, la récupération, la décontextualisation que certains font, plus particulièrement sur Internet, de certaines informations, de certaines données, de certaines actualités. Ça là-dessus, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, malheureusement ça existe, et qu'il faut bien des gens pour remettre du contexte, pour remettre du détail, pour remettre de la perspective sur certaines informations, ou évidemment, quand on est confronté à des gens qui aiment bien jongler avec de l'idéologie sur les réseaux sociaux, s'amusent très aisément à déconstruire parfois certaines informations, ou prendre simplement des morceaux d'informations qui les intéressent pour simplement servir leur discours. Donc, oui, le fact-checking, c'est important, ça existe, il y en a qui le font très très bien, qui le font honnêtement. Mais c'est pas souvent eux qui ont pignon sur rue. Ceux qui ont pignon sur rue, ceux qu'on voit le plus souvent, c'est les mêmes. C'est ceux qui, non contents de faire du fact-checking ou de tenter de faire du fact-checking, s'amusent à utiliser leur positionnement, leur statut, voire d'avoir pignon sur rue, voire même d'agir, parfois sous couvert, pour le compte, ou en partenariat avec des enseignes, des organismes de presse, médias de premier plan, pour glisser tout simplement aussi de l'idéologie, pour glisser leur vérité et essayer de mettre le voile, d'essayer de mettre un tapis sur certains aspects de certains sujets qu'ils s'autoproclament vouloir présenter, développer, analyser et donner à l'opinion une certaine façon, ou voire même de ne penser que d'une certaine façon et pas autrement. Sauf qu'à ce petit jeu, l'affaire Fast and Furious a commencé un petit peu à faire péter les plombs à certains. On a Thomas Durand qui tout d'un coup s'est mis en croisade contre Idriss Aberkan et s'amusant parfois à aller chercher des poux dans la tête de certains qui, on va dire,
aime bien aussi faire un petit peu de l'analyse ou rendre compte de certains faits, de certains comportements, de certaines attitudes. Je pense par exemple à Psychoélique, qui pareil, a été un petit peu la tête de turc de Thomas Durand récemment. On a Julien Pain, on se souvient, récemment, qui nous a fait des super documentaires, des super reportages, mais dans sa façon de faire, on se rend compte que sur certains points, il est parfois approximatif et très sincèrement, de temps à autre, donne plutôt la voix ou essaie de mettre en avant plutôt un certain visage des choses plutôt que de faire de l'objectivité. On a Reichstad aussi qui, avec son site Conspiracy Watch, qui est un petit peu la référence, on va dire, de fact-checking actuellement, essaye désespérément de sortir la tête de l'eau des scandales qui parfois touchent justement le milieu des fact-checkers, et surtout quand malheureusement parfois certains d'entre eux dérapent en étant insultants ou approximatifs parfois sur certains sujets, ou parfois comme Thomas Durand utilise de la sémantique, du narratif avec de l'hyperbole, avec une certaine façon de parler, une certaine façon de dire les choses pour en final noyer le poisson, très clairement. Donc oui, comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, il y a un petit bout de temps maintenant, on sent bien que dans leur milieu, c'est un petit peu la panique. Tellement la panique que, il y a plusieurs semaines de cela, voire même peut-être, je crois, fin de l'année dernière, il y a eu un petit meeting organisé au ministère de l'Intérieur, justement, pour nos fact-checkers officiels. Dont d'ailleurs même Thomas Durand avait fait une petite vidéo en sortie de cette réunion, se satisfaisant de l'organisation de ce meeting pour redonner un petit peu de motivation, de boost, voire même recentrer un petit peu les débats sur les objectifs à atteindre concernant le rétablissement des vérités et de lutter contre la conspiration, de lutter contre les fake news émanant des conspirationnistes, des menteurs et plus particulièrement évidemment de l'extrême droite. Sauf que là, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, sauf que là ça commence à prendre un petit peu des proportions, c'est que si vous allez sur le site de Conspiracy Watch et si vous allez dans les statuts, vous allez vous rendre compte dans les statuts que Conspiracy Watch est une association loi 1901. Donc comme toutes les associations loi 1901, elle est subventionnée. Elle touche l'argent de l'État. Or, on se rend compte que dans sa page où Conspiracy Watch soumet ou incite, ou invite l'auditoire à faire un don, à aider financièrement Conspiracy Watch dans son travail de très dur, de vérité, etc. Donc à un moment donné, on se pose la question, ok, tu peux estimer qu'en effet, les dons que tu reçois, enfin les subventions que tu reçois ne sont pas suffisantes pour ton activité, ta logistique, etc. Donc, avoir recours aux dons, c'est pas interdit. Mais là où ça pose problème, c'est que dans cette page où ils annoncent, où ils donnent les éléments si vous voulez faire un don au site Conspiracy Watch, il dit qu'il ne touche pas d'argent ni de subvention de l'État. Double mensonge, puisqu'en tant qu'association loi 1901, tu touches des subventions. Tu touches des subventions qui sont calculées par rapport à l'estimation de ton activité, de tes budgets, de ton activité d'intérêt public, etc., etc., etc. Mais là où c'est intéressant,
c'est que le patron de Conspiracy Watch, Rudi Reichstad, est passé devant la commission parlementaire pour enquêter sur l'affaire des fonds Marianne. Et quelle ne fut pas notre surprise d'entendre Rudi Reichstad dire devant la commission que parce que l'activité nécessitait plus de moyens, une restructuration et un budget un peu plus conséquent pour justement mieux lutter contre les conspirations et les fake news, et plus particulièrement lutter aussi contre le racisme, contre l'extrême droite, qu'ils avaient plafonné pour justement éviter les problèmes au maximum de 50% de leur budget par des subventions d'État, dans le cadre aussi de ce que l'apport pouvait avoir comme bénéfice Conspiracy Watch de la part du fonds Marianne. Et c'est ce même mec qui, sur son site, appelle aux dons en stipulant qu'il ne touche pas de subvention de l'État. Voilà le genre de mec qui n'a même pas honte, qui plus est, je rappelle, Rudi Reichstad n'a pas une formation initiale journalistique. Je crois que c'était un professeur d'histoire ou un truc comme ça, ou qui travaillait, qui était conseiller d'une mairie, je ne sais plus où. Pareil, c'est un opportuniste qui, un jour, a eu l'idée de créer quelque chose qui n'existait pas, mais pour lequel il n'a pas de formation initiale, ou si peu. Et dans ce cadre-là, on est en droit de s'interroger, comment se fait-il qu'un mec comme ça a-t-il pu être mis en avant, sollicité, voire quasiment plébiscité pour être un personnage, un nom incontournable du fact-checking? La réponse, elle est peut-être aussi sur le fait de certains soutiens. Et soutien de certains organismes dont certains sont liés à lutter contre l'antisémitisme. Donc ceci explique cela. Et enfin, nous avons Médence France. Médence France, c'est pareil. Lui, il joue la carte de son nom pour se faire valoir d'être du bon côté de la barrière. D'être forcément, de par ses antécédents, de par son nom de famille, un intouchable, un vertueux. Sauf que c'est un vertueux qui, lui aussi, sur les réseaux sociaux, a eu tendance parfois à déraper. Donc l'univers aujourd'hui du fact-checking, encore une fois de plus, montre un visage qu'il essaye de couvrir, qu'il essaye de faire disparaître aux yeux de l'opinion, pour que l'opinion ne se pose pas la question de se dire, mais est-ce que finalement, ces gens-là, ils ne sont pas là pour faire du fact-checking, ils ne sont pas là pour faire de la vérification, ils sont là pour faire de l'idéologie. Ils sont là pour promouvoir des politiques idéologiques, et non pas défendre la vérité contre le mensonge, et pas pour faire de la déconstruction d'informations pour démontrer la manipulation que font certains vis-à-vis de l'opinion, pour des raisons diverses et variées, idéologiques, politiques. Ces gens-là ont fait la démonstration, parfois, de leur malhonnêteté, de leur positionnement, de leur capacité à un moment donné à se croire important, voire même indispensable, pour ne pas dire intouchable. Sauf que malheureusement, le fonds Marianne, dont vous constaterez que les médias ont reçu des ordres de ne plus en parler, sur lequel on a actuellement un tapis qui est en train de s'installer, à tel point que même la première ministre Emmanuelle Borne n'a pas l'intention
de demander des comptes ou des responsabilités à Marlène Schiappa. Au contraire, elle le couvre. Donc quand vous êtes en face de mensonges, alors de mensonges sur lesquels on ne lève pas un tapis, mais de mensonges qui s'affichent ouvertement devant l'opinion, qui sont très clairement affichés sous vos yeux, mais sur lesquels on vous dit « Regardez ailleurs, ne regardez pas ça, ne réfléchissez pas, ne vous posez pas de questions, ne cherchez pas à comprendre. » 1, parce que vous êtes inculte, 2, parce que vous êtes con, et 3, parce que ceux que vous considérez aujourd'hui comme étant douteux, vous ne devez pas douter d'eux, parce que c'est eux qui vous apportent la vérité. C'est eux qui détiennent les vérités. Et pas d'autres gens qui, eux, font de l'analyse factuelle, sourcée, prouvée, documentée. Non, n'allez pas voir ces gens-là. N'écoutez pas ces gens-là. Parce que si vous les écoutez, mais vous êtes d'extrême droite, vous êtes des racistes, vous êtes des fachos, vous êtes des antisémites, vous êtes des homophobes, vous êtes la lie de la société, vous êtes les pires démons. Vous êtes antidémocratique. Vous êtes de la merde. Sauf que remuer la merde de temps en temps, ça permet de voir certaines choses, de constater. Qui plus est, lorsqu'on les met devant les yeux de ceux qui savent regarder ou qui ont le courage de regarder, eh bien, j'ai envie de dire que ces fameux fact-checkers, leur crédibilité commence à en prendre un sérieux coup. Et preuve en est, c'est depuis quelque temps de voir leur véhémence, de voir leur haine, de voir leurs propos, leur syntaxe, leur narration devenir violente, devenir haineuse. Quand on n'a pas la maîtrise de soi, quand on n'a pas la maîtrise de sa colère, quand on n'a pas la maîtrise de ses humeurs, forcément, il y a un moment donné, on est en droit de se dire, est-ce que finalement, on n'a pas fait mouche? Est-ce que finalement, on n'a pas tiré le fil qui est en train de tout dévoiler, de tout démonter, de tout démontrer, de la fanfaronnade, de la mascarade, du cirque qu'est cet univers du fact-checking officiel, de parade, et qui vous dit quoi penser, quoi dire, et surtout ne pas questionner. Sur ce, je pense qu'on reviendra encore sur cet univers, sur ce sujet, parce qu'on n'est qu'au début de la déliquescence de ces gens qui, même aujourd'hui, on le voit, certains politiques, certains organismes, commencent un petit peu à s'éloigner de ces gens, tout simplement parce que, dans leur rôle, ils ont fini, comme ça arrive souvent d'ailleurs, à ceux à qui on donne un pouvoir, en pensant qu'ils sauront l'utiliser à bon escient, avec intelligence, avec mesure, avec subjectivité, avec modération, avec raison. Et tout compte fait, non. On se rend compte que ces gens-là ont fini par péter plus haut que leur cul. Et finir, à un moment donné, lorsqu'on commence à se rendre compte qu'ils pètent plus haut que leur cul, par finir par péter les plombs, parce qu'évidemment, tout d'un coup, des gens commencent à les remettre en question. Des gens commencent à leur réclamer des comptes, des explications. Et ça, non. Vous n'avez pas à remettre en question mon existence. Vous n'avez pas à me poser des questions. Vous n'avez pas à remettre en question mon statut. Ce statut que des organismes, ce statut que la société m'a donné. Ce rôle important. Donc d'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo avec un sujet aussi croustillant. Portez-vous bien.